présence et pour les propos qu'il va nous tenir. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président du Conseil. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, j'ai l'honneur de présenter le rapport du Secrétaire général portant sur les activités du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel génois. Je félicite la France pour sa présidence du Conseil pour ce mois d'avril et lui souhaite une présidence fructueuse. Je souhaite également saluer la présence du Dr Abiola Akiyode Afolabi, Director of Women Advocates Research and Documentation Center, et la féliciter pour son important travail dans la région. En janvier, je me suis rendu à Maiduguri, au Nigeria, avec mon collègue Abdou Abari, représentant spécial et chef de l'ONUCA, pour participer au 5e forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Nous nous sommes également rendus à Bama, une ville qui comptait autrefois 300 000 habitants, aujourd'hui dévastée par Boko Haram et abritant des vastes camps de personnalités déplacées, dont un complexe scolaire comptant plus de 100 000 personnes déplacées. Ces personnes déplacées nous ont fait part de leur aspiration à la paix et au développement, reflétant les efforts fructueux des 4 pays du bassin du lac Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad, pour lutter contre le terrorisme et favoriser la stabilité. Toutefois, les inquiétudes concernant le manque d'opportunités en matière d'éducation et d'emploi persistent pendant que la région est confrontée aux défis du terrorisme et du changement climatique. Le Forum des gouverneurs a introduit de nouveaux mécanismes de financement, de réconciliation, de réintégration et de stabilisation, soulignant l'importance d'une collaboration régionale continue. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, au cours de notre visite, les parties prenantes ont insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts diplomatiques et le soutien financier pour maintenir la force multinationale mixte qui est actuellement le seul mécanisme de sécurité opérationnelle dans la région. Malgré la poursuite des bons offices visant à maintenir l'intégrité de cette coalition, le Niger a récemment annoncé son retrait de la task force. Cette annonce arrive au moment où la sécurité est la principale préoccupation de la région, même si des investissements significatifs en ressources militaires et en coopération transfrontalière ont pu renforcer l'autorité de l'État dans certaines zones du Sahel central. La force conjointe, créée par les États membres de l'Alliance des États du Sahel pour coordonner les opérations, contribue à la stabilisation et offre un contexte propice au renforcement de la présence de l'État. Au Burkina Faso, par exemple, les autorités déclarent contrôler plus de 70% du pays, ce qui leur a permis de réinstaller environ 1 million de personnes déplacées et de réouvrir plus de 200 centres de santé. Cependant, les progrès sont fragiles dans l'ensemble de la région, notamment à cause de l'intensification des attaques terroristes dans les zones frontalières du Nord qui visent principalement les États côtiers du Bénin et du Togo. Bien que la force en attente de la CEDEAO ne soit pas encore pleinement opérationnelle, les patrouilles conjointes de la Côte d'Ivoire et du Ghana pour le renforcement de leur collaboration en matière de sécurité sont encourageants. La restructuration de l'initiative d'Accra offre une occasion unique de poursuivre la coopération régionale en matière de sécurité. Et la mise en œuvre de la résolution 2719 du Conseil pourrait beaucoup
aider à la lutte contre le terrorisme. Mr. President, distinguished... Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, dans ce contexte, le Mali a lancé un processus de désarmement, démobilisation et réintégration, avec pour objectif de démobiliser 3000 anciens combattants, dont 2000 rejoindraient les forces armées. Au Niger, plus de 700 dirigeants se sont rassemblés à l'occasion des Assises nationales et se sont fixés des objectifs pour le processus de transition. Au Burkina Faso, le Premier ministre consulte différents acteurs alors que le président de la Mauritanie a entamé un dialogue national avec les partis d'opposition. Ces évolutions importantes sont centrales parmi les difficultés rencontrées par la région. Épauler le dialogue est essentiel pour s'atteler aux causes profondes, promouvoir la cohésion sociale et des prises de décision inclusives. Je me suis récemment rendue au Mali et en Mauritanie. J'ai insisté sur l'importance de rétablir la confiance dans la région. Les dirigeants de la Mauritanie se sont engagés à appuyer un dialogue à l'échelle de la région. Le Mali, quant à lui, a invité les Nations Unies à appuyer les élections à venir et m'ont garanti que les préparatifs allaient de l'avant. Mes interlocuteurs dans les deux pays se sont félicités d'une coopération accrue avec les équipes de pays de l'ONU, conformément à nos approches de plaidoyer pragmatiques et adaptées, tenant compte des objectifs nationaux de développement sous la houlette de la stratégie intégrée pour le Sahel des Nations Unies. Au Mali toujours, la nomination d'un ministre chargé des élections, l'octroi d'un budget électoral et l'examen du recensement des électeurs nous indiquent des progrès en vue du retour à l'ordre constitutionnel. En Guinée, les autorités de transition ont réitéré leur volonté d'organiser des élections d'ici à la fin de cette année suite à l'adoption d'une nouvelle constitution et la tenue d'un recensement général. Il s'agit là d'évolutions positives qui méritent d'être encouragées et appuyées. Au Ghana, le président Mahama a nommé un envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel et a visité différents pays de la région afin de renforcer la coopération, y compris la coopération entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, afin d'épauler les citoyens comptant sur la libre circulation à travers les frontières pour leurs moyens de subsistance. Je prévois aussi de me rendre à Accra et de poursuivre les consultations avec les autorités du Burkina Faso et du Niger. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, la CEDEAO et les pays de l'Alliance des États du Sahel se préparent à la tenue de négociations sur leur séparation, datant du 29 janvier, avec une période de transition déterminée par la CEDEAO jusqu'à la fin juillet. Alors que la CEDEAO laisse ses portes ouvertes, l'Alliance des États du Sahel renforce sa coopération interne. Les deux parties, quant à elles, souhaitent préserver les avantages de l'intégration régionale, notamment la liberté de circulation. Ce sont des évolutions encourageantes. Alors que la CEDEAO célèbre son 50e anniversaire, cette union est un modèle clé d'intégration politique et économique régionale. Suite aux élections au Sénégal et au Ghana l'année dernière, les responsables de ces deux pays se concentrent sur la mise en œuvre de leur mandat en matière de réforme de gouvernance et économique. En Gambie, une réunion récente entre le président Adama Barrow et le responsable de l'opposition Ousseynou Darboe nous laisse espérer que le pays s'oriente vers l'adoption d'une nouvelle constitution conformément aux engagements en matière de réforme démocratique. Je prévois de me rendre très bientôt à Banjul afin d'épauler ces efforts de consolidation de la paix et de démocratie dans le pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, d'autres questions urgentes nécessitent notre attention. Les élections présidentielles de la Côte d'Ivoire en octobre de cette année
suscitent des préoccupations quant à leur inclusivité, étant donné le précédent de la crise électorale de 2010-2011 et les violences engendrées lors des scrutins de 2020 en Guinée-Bissau. Des désaccords profonds quant à la fin du mandat présidentiel, la tenue des élections de 2025, la légitimité des institutions de l'État constituent des risques majeurs pour le processus de paix. J'ai félicité les efforts de la Commission de consolidation de la paix en Guinée-Bissau et je veux continuer à coopérer avec la CEDEAO pour promouvoir le dialogue sur ces points de divergence. Je suis préoccupée par des informations faisant état de civils non armés pris pour cible dans la lutte contre le terrorisme. Cela hypothèque l'état de droit et est contraire aux efforts de lutte contre l'extrémisme violent. Les cas de violation des droits humains, y compris les tentatives de réduire au silence des militants, des journalistes et des responsables politiques, persiste. Malgré des progrès en matière d'établissement de l'autorité de l'État, des milliers d'écoles sont encore fermées en raison de l'insécurité, ce qui entrave l'éducation de la jeunesse. La CEDEAO va continuer de plaider en faveur de la mise en œuvre de la résolution 2601 portant sur la protection de l'éducation en temps de conflit. D'un autre côté, la réduction des ressources en matière d'assistance humanitaire fournie aux populations touchées par le terrorisme et les changements climatiques se poursuit avec peu de signes indiquant une stabilisation ou un retour en arrière. Les efforts visant à s'atteler aux causes profondes des conflits et à atténuer les effets des changements climatiques devraient être épaulés. L'expulsion de migrants convergents en Mauritanie souligne le contexte socio-économique fragile de la région, notamment pour les plus vulnérables. Nous devons encourager les pays pertinents à coopérer afin de réduire la souffrance des migrants et particulièrement des femmes. Dans la région sont prometteurs. Ils proviennent en grande partie de l'installation des ressources et de la production alimentaire. Cependant, des défis comme l'inflation élevée, un endettement croissant, le choc climatique et une capacité budgétaire limitée persistent, réduisant la capacité du gouvernement à investir dans les services et les infrastructures essentielles. Pour renforcer la résilience à long terme, il faudra des approches globales et des partenariats qui donnent la priorité à la stabilité macroéconomique et à la croissance inclusive, ainsi qu'une gouvernance économique plus solide. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, UNOAS continue de promouvoir la bonne gouvernance, les droits de l'homme et les agendas femmes, jeunes, paix et sécurité. En mars, dans le cadre de la série d'arbres à palabres qui promeut les dialogues sur les défis régionaux, UNOAS a organisé une réunion avec les entités anticorruption pour aborder les questions de gouvernance, de développement et de sécurité. En février, l'UNOAS et l'ONOCA ont co-organisé une conférence sur les dynamiques entre agriculteurs et éleveurs, durant laquelle les questions de la gouvernance, de l'insécurité et de la cohésion sociale ont été abordées. L'UNOAS soutient également la sécurité maritime, essentielle dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Nous avons fourni un soutien technique à la CEDEAO et à la Communauté économique des États de l'Afrique centrale pour l'évaluation de l'architecture de la sécurité maritime de Yaoundé. Le processus de validation étant attendu pour ces mois-ci. Un nombre croissant de pays ont adopté des lois visant à promouvoir la participation des femmes à la vie politique et à la prise de décision. Le Sénégal a l'un des taux les plus élevés de représentation féminine au Parlement et le Ghana a adopté une loi sur la parité des sexes l'année dernière. Toutefois, la mise en œuvre de ces plans d'action nationaux
de l'agenda femmes, paix et sécurité demeure lente dans certains pays. UNOAS continuera à plaider en faveur de l'autonomisation politique et économique des femmes par le biais de l'éducation, du développement des compétences et de la création d'emplois, en particulier à travers les groupes de travail femmes, jeunes, paix et sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, en tant que président de la Commission mixte Cameroun-Nigeria, je souhaite souligner une réalisation cruciale en matière de prévention des conflits et de consolidation de la paix. En effet, le Cameroun et le Nigeria travaillent ensemble pour résoudre les derniers points de désaccord. Actuellement, nous travaillons au lancement de la phase finale des piliers et soutenons l'équipe nationale des Nations Unies dans l'élaboration d'un programme de développement global pour les populations frontalières. Ce programme vise à transformer la frontière en couloir de développement, favorisant la coopération transfrontalière, la paix et la stabilité dans la région. Je réitère mes appels au Conseil à soutenir cette réalisation exemplaire pour la paix entre les deux pays majeurs. 80 ans après leur création, les Nations Unies restent plus vitales que jamais. Face à la multiplicité des défis et leur persistance, nos efforts collectifs sont essentiels. Avec votre soutien continu, nous devons nous unir pour servir les populations de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Je vous remercie de votre aimable attention. Je remercie Monsieur le représentant spécial pour son exposé très exhaustif de la situation dans la région et de l'action du Bureau. Et j'ai l'honneur de donner la parole maintenant à Madame Abiola Akiyode Afolabi. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Monsieur le Président, en vos titres et grades respectifs. Avant tout, c'est avec grand plaisir que je m'exprime aujourd'hui au Conseil de sécurité au sujet de la condition des droits des femmes en Afrique et au sujet des priorités en matière de promotion des droits des femmes et des filles dans la région. La région d'Afrique occidentale compte un tiers de la population africaine. La population représente 5,67% du total de la population mondiale. La région est la deuxième région d'Afrique parmi les sous-régions classées en fonction du nombre de la population. Au total, 50% de la population sont des femmes. La région a souffert de jougs militaires, de gouvernements non démocratiques, de guerres, de conflits, remettant en question le droit des femmes et des filles. Je suis présente aujourd'hui pour vous dire que malgré des progrès accomplis en matière d'autonomisation des femmes, l'égalité des sexes est loin d'être atteinte. Les femmes de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest sont encore victimes de pratiques traditionnelles néfastes, souffrent de pauvreté, de manque d'accès à l'éducation. Beaucoup de communautés traditionnelles envisagent encore que le devoir des femmes est avant tout de faire des enfants et de les élever. Des pays tels que le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Ghana, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone ont tenté de lutter contre les inégalités en matière d'éducation au niveau primaire. C'est remarquable en matière de réalisation des droits. Toutefois, les taux d'analphabétisme dans ces pays sont souvent 2 fois plus élevés pour les filles que pour les garçons. Les femmes et les filles d'Afrique occidentale ont 50% de risque de ne pas être scolarisées en secondaire et 20%
d'attendre un enfant pendant leur adolescence et de gagner moins que leurs homologues masculins pour des travaux égaux. Je vais aujourd'hui me concentrer sur différentes questions, notamment le droit à l'autonomie corporelle, le droit à vivre à l'abri des violences, l'égalité salariale, l'égalité des chances en matière d'éducation, d'accès à la vie publique, mais je vais aussi parler des femmes, de la paix et de la sécurité. Autant de questions centrales pour nos différents pays. L'Afrique de l'Ouest a connu de nombreux conflits. Les conséquences de ces conflits continuent encore de définir la mise en œuvre des droits dans la région. Certains pays ont subi des coups, des renversements militaires comme au Niger, des rébellions au Nigeria ou encore d'autres activités criminelles normalisées qui entraînent la violation des droits des femmes. Les femmes sont souvent les victimes de ces activités. Leur intégrité corporelle est foulée aux pieds. Les femmes ont été victimes des guerres du Libéria, de la Sierra Leone, et elles tentent toujours de récupérer leur vie aujourd'hui. Ces guerres ont parfois entraîné la mort, leur font subir l'injustice et la pauvreté. 296 filles ont été kidnappées d'une école au Nigeria, alors qu'aujourd'hui, 50% de ces filles doivent encore retrouver le chemin de l'école ou retrouver leurs parents. Nos institutions ont été érigées au fil du temps, mais nos efforts en matière de lutte post-conflit sont encore hypothéqués par l'absence de volonté politique ou l'incapacité à donner la priorité aux droits des femmes et des filles. Aujourd'hui, beaucoup de pays de la région ont adopté des législations faisant la promotion des droits des femmes et des institutions tels que des centres sur les agressions sexuelles ont été établis au Nigeria. Au Ghana, plusieurs organisations coopèrent avec le gouvernement pour venir en aide aux femmes et aux filles victimes de violences perpétrées par des partenaires ou des compagnons. La Sierra Leone a mis en place des législations contre les violences subies par les femmes, tout comme c'est le cas au Ghana ou au Libéria, qui appuient des institutions de la sorte. Pourtant, les droits des femmes sont encore foulés aux pieds. On constate de nouvelles formes de violations. Les femmes sont victimes de violences facilitées par les nouvelles technologies. Les femmes sont réduites au silence. Les femmes sont victimes de harcèlement